puisqu'à bord d'un bateau ou d'un équipement mobile, on peut avoir plusieurs sources d'énergie. L'idée, c'est de collecter cette énergie entrante par le biais d'un bus commun de charge. Ça va permettre de collecter les différentes sources qui peuvent venir de différents chargeurs du commerce qu'il va falloir configurer avec une tension cible fixe. On pourra donc, si jamais un jour on achète ou on fait l'acquisition d'un autre appareil, facilement le rajouter à cette structure. On pourra aussi, grâce à cette structure, mélanger différents types de technologies de batterie et aussi charger des parcs indépendants peut-être pour la sécurité. Alors on reprend depuis le départ avec différentes sources d'énergie, du générateur wind, du générateur solaire, l'énergie du quai. On verra qu'on peut avoir simplement une alimentation stabilisée plutôt qu'un chargeur à fonction sophistiquée, puisqu'on va cibler une tension constante au niveau du bus. On a bien sûr un alternateur moteur qui peut être l'alternateur attelé principal, celui qui charge la batterie de démarrage, ou un alternateur additionnel. On va connecter tout cela à ce bus commun de charge où on va collecter l'énergie. On va le collecter grâce en fait à des diodes idéales. Ces diodes idéales, basées sur l'utilisation de MOSFET, vont garantir de passer toute l'énergie avec des pertes minimes et une chute de tension quasiment nulle. Alors ce ne sera pas sans poser certains problèmes pour certains régulateurs. On pourra y revenir dans les vidéos suivantes. Donc on fait la même chose avec le solaire. On fait la même chose avec l'énergie issue du quai et on fait la même chose avec l'alternateur, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes. En effet, on peut avoir des consommateurs qui amènent à des variations brutales d'appel de courant sur la ligne du bus de charge, puisque forcément si on consomme en sortie, on va reporter cette consommation à un moment donné sur le bus de charge. Exemple d'un gain d'eau, d'un winch électrique, on va provoquer des fortes variations de courant. Exemple aussi d'un BMS, composant additionnel à notre parc lithium-fer, qui peut brutalement déconnecter la charge d'une batterie parce qu'il a vu un critère qui fait qu'il a mis en sécurité la batterie. Donc on peut brutalement avoir des variations de courant de 30, 40, 50, 100 ampères sans aucun problème. Ça, c'est quelque chose qui est insoutenable par rapport à un alternateur du commerce. Pourquoi c'est insoutenable ? Parce qu'en fait, les fortes variations de courant obligeraient la régulation à être très réactive. C'est impossible vu la technologie des alternateurs à cause du noyau magnétique et de l'inducteur qui provoque en fait des délais avant de pouvoir réagir. Et donc en fait, on va avoir des sous-tensions, ça c'est pas très grave, mais on va avoir des surtensions quand la charge va disparaître, le gain d'eau va s'arrêter par exemple, qui peuvent être préjudiciables pour l'alternateur lui-même et parfois amener à une rupture du régulateur par surtension. L'idée, c'est de rien modifier, puisque par nature, on a en général une batterie associée à l'alternateur de démarrage, ou si c'est un alternateur additionnel, on va y gréver une batterie tampon. Cette batterie tampon, en fait, est celle qui va filtrer les appels forts de courant et les dépassements, quand on va supprimer la charge, vont être absorbés par la batterie. Il faut donc qu'elle ait la santé solide et qu'elle soit de batterie type démarrage pour supporter les transitoires de courant élevés. Alors malgré tout, en fait, on a un autre problème, c'est que si on a des parcs de batteries assez musclés derrière, on peut avoir besoin, surtout si on a plusieurs parcs, d'un courant de charge qui peut dépasser ce que produit l'alternateur. Un exemple simple, un alternateur 80 ampères, vous mettez des parcs lithium-fer derrière, des parcs lithium-fer si vous voulez charger vite à 50 ampères, vous mettez deux parcs et vous avez un appel qui peut atteindre déjà 100 ampères. Si l'alternateur est en 80 ampères, il va mal supporter ce traitement. S'il est autoprotégé en courant, il va se préserver. S'il ne l'est pas, il va se détruire. Donc l'idée, on commence à trouver des composants dans le commerce, c'est d'avoir un dispositif qui va
limiter le courant issu de l'alternateur, que ce soit le courant de l'alternateur moteur ou l'alternateur secondaire, pour éviter de détruire l'alternateur. Une autre solution peut être recherchée en branchant sur l'alternateur annexe ou le principal du moteur directement un convertisseur, un inverteur qui va nous permettre de faire de l'alternatif, raccordé cette fois-ci au chargeur de quai, ce qui va permettre de supprimer le problème à condition que tous ces éléments soient correctement dimensionnés. On pourra y revenir dans d'autres vidéos. On a un autre problème, c'est qu'en général, sur les installations mobiles de ce type, on a une masse commune et certains régulateurs, limiteurs de courant de l'alternateur ne prévoient pas d'avoir une masse commune. Donc il faudra faire attention dans le choix de l'appareil de retenir un modèle qui nous permette d'avoir une masse commune. Maintenant, on va passer à Naval et on va installer nos différents parcs de batterie. Alors, premier parc de batterie, le parc de batterie service. Le voilà raccordé derrière un chargeur. Alors, le chargeur, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. S'il fait correctement le travail, il faudra qu'il mesure le courant qui rentre dans la batterie, donc vraiment le courant de charge dans la batterie, et non pas le courant qui sort du chargeur. Alors, on a un problème aussi de régulation. Il faudra limiter le courant de charge parce que, on l'a évoqué dans la vidéo précédente, si évidemment on n'a qu'une source, en général on n'a pas de problème. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de vent, qu'on a uniquement un chargeur de quai, que le moteur est arrêté, le courant, suivant le dimensionnement de l'alimentation de quai, peut ne pas dépasser ce que l'on souhaite pour charger notre batterie. Mais si tous les éléments sont en service en même temps, on peut largement dépasser le courant cible que l'on souhaite pour charger les batteries. Donc il faut obligatoirement que ce régulateur puisse travailler, ce chargeur DC-DC puisse travailler en limitation de courant. Voilà. Alors, on va mettre en place les consommateurs. Donc le parc principal, il alimente de l'électronique, un pilote automatique et différents composants. La solution que j'ai retenue ici, qui n'est pas un modèle, qui est celle que j'ai retenue moi, c'est d'avoir un parc additionnel en secours, toujours disponible grâce à un switch à 3 positions, dont on n'utilise en fait que 2 positions. La position 1 où on connecte les éléments de charge, consommateur, lampe, pilote électronique à la batterie principale de service. Si d'aventure le BMS avait envie de déconnecter la batterie ou connaît un problème sur ce parc principal, grâce à ce dispositif, il suffit de passer en position 2 et on passe immédiatement sur la batterie de secours qui, dans l'exemple que je présente, est une batterie plomb-acide pour rester en traditionnel au cas où. Voilà la structure retenue. Du coup, se pose immédiatement le problème de comment ça va se passer au niveau de l'énergie qu'on a drainée sur le bus collectif de charge, comment va se répartir l'énergie entre les différents chargeurs et donc l'énergie qu'on apporte aux différentes batteries. Alors, on essaiera d'apporter une réponse pratique avec des chargeurs sur le modèle qui est présenté là, que j'ai fabriqué maison, et on verra mesure à la clé, en situation réelle, ce que ça peut donner. Mais effectivement, le problème du partage de courant existe bel et bien. Alors parce que j'essaye de faire quelque chose de réaliste sur la solution que je vous propose, en fait, j'ai 3 parcs. 2 parcs lithium-fer PO4 et un parc de secours plomb-acide. Parce que j'ai un autre parc qui est dédié au dispositif de réfrigération et de chauffe, qui est raccordé exactement de la même façon que le parc de service, et je peux basculer instantanément ce service froid chauffage sur la batterie principale dédiée à sa fonction qui est en lithium-fer, ou passer sur la batterie de secours qui est toujours disponible, plomb-acide. Voilà la solution retenue à bord de mon bateau. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Alors, première remarque, j'ai mis en vert tous les éléments qui sont des éléments de mesure et de réglage. Alors, vous voyez que sur la batterie plomb, j'ai retenu en fait un fonctionnement juste uniquement en floating, qui suffit à la maintenir en charge et à la charger
même si elle ne l'est pas, ça prendra beaucoup plus de temps, mais on arrive à rétablir un état de charge correct, même en floating. Pour les 2 parcs principaux, parce que je voulais faire des essais et préserver mes parcs, j'ai réglé un courant cible de 15 ampères. Il va sûrement monter à 20. Alors, on va voir un petit peu en situation réelle ce que ça donne. Voilà, et on va voir des mesures. Alors ici, ce que je vous présente, c'est le panneau de mesure des BMS de mes différents parcs. Donc les conditions sont en fait la cible à 15 ampères sur chacun des parcs, ça je vous l'ai déjà dit. Je vous présente la situation la plus critique. Dans la situation meilleure, j'ai rien à dire puisque en fait le courant cible est de 15 ampères, donc on voit affiché 14,80 ou 14,90 sur chacun des chargeurs pour les batteries lithium-fer durant toute la charge. Ce n'est qu'en fin de charge que les choses évoluent un petit peu, la tension de batterie montant un peu, le courant diminue un peu. La partie de droite présente en fait un BMS qui a été en fait détourné et qui a été raccordé aux batteries plomb acide, tout simplement parce que j'ai dans l'idée un jour de passer ce parc de secours aussi en lithium-fer. En fait, on peut très bien configurer un BMS pour protéger, surveiller, mesurer la quantité d'énergie entrante et sortant, connecter, déconnecter la charge et la décharge, exactement comme on le ferait sur une batterie lithium-fer. Voilà pourquoi sur cette première image, j'ai fait apparaître un BMS sur la batterie plomb acide, qui, on le voit, était avec une tension de floating de 13,58. Alors la situation dans laquelle on voit la mesure, c'est une charge sur le service de 7 ampères, sur la réfrigération chauffage, on a une charge qui est une charge de... Il n'y a pas de charge, excusez-moi. Et sur évidemment la batterie plomb acide, on est en floating. Au niveau source d'énergie, on est branché au quai. L'alimentation que j'ai me fournit au maximum 62 ampères. Donc on voit que, comme on est en fin de charge, que la tension batterie a monté, on n'atteint pas tout à fait les 15 ampères pour la batterie de service, on est à 12,83, et que pour la réfrigération qui, elle, n'a aucune charge, puisque le réfrigérateur est arrêté dans son cycle, on est à 13,73, on est quasiment au courant ciblé. Image suivante, alors j'ai supprimé tout ce qui concerne le plomb acide, puisqu'elle est en floating, il n'y a rien qui va se passer. Cette fois-ci, on a toujours les mêmes réglages au niveau cible, on est toujours en fin de charge. Cette fois-ci, la réfrigération vient de se mettre en marche et on consomme 6 ampères. On a une charge sur les services de 2 ampères et au niveau de source d'énergie, on est en éolien et solaire et on ne produit pas assez pour arriver aux 15 ampères. Donc en fait, on se partage ce qui reste entre les différentes batteries. On se rend compte que malgré la consommation de 6 ampères sur le réfrigérateur, on charge quand même à 6,04 la batterie et que sur le service, on charge à 4,90 ampères la batterie malgré la consommation de 2 ampères. On se rend compte aussi que la répartition paraît assez sympathique puisque on charge moins la batterie qui est en état de charge à 94% et on charge un peu plus la batterie qui est à 90% de charge. Donc ça se passe relativement bien avec ces composants pour la répartition de courant de charge. Ici, on est dans la même situation que la précédente. Tant au niveau de la consommation, le réfrigérateur s'est mis un petit peu en pression et donc on a augmenté sa consommation. Et ce qui s'est passé, c'est que le soleil a baissé, on est en fin de journée et donc on a moins d'énergie disponible. Du coup, la batterie de réfrigération, en fait, on ne lui apporte plus assez d'énergie par rapport aux 7 ampères consommés. On est en négatif, le bilan est négatif, on consomme 2 ampères 26. Et sur la batterie de service, on apporte assez par rapport à la consommation de 2 ampères et on reste positif, on est à plus de 92 ampères. Voilà, donc une répartition qui semble cohérente par rapport à ce que l'on a de disponible
qui est finalement relativement bas, et l'état de charge de nos différentes batteries. Dernière étape, le BMS a fait son travail et a en fait atteint le critère de fin de charge. Il a déconnecté la charge. L'énergie des différents consommateurs n'est plus tirée sur les batteries, mais est tirée directement du DC bus de charge. Et donc la charge qui est évoquée ici, 3 ampères pour le service et 7 ampères pour la réfrigération, est directement tirée des sources solaires, quais et éoliennes. Voilà. Je pense qu'il faut apporter quelques précisions après sur la réalisation technologique de cette solution. Pour l'instant, elle semble donner satisfaction.